Salut tout le monde. On va traiter aujourd'hui un exercice classique sur le magnétisme. Donc, on va considérer une bobine torique donc, de cette forme-là. Donc, une bobine. Il s'agit d'une pièce sous forme d'un tore, c'est une pièce ferromagnétique. Et on enroule sur cette pièce-là un bobinage et donc un fil qui sera parcouru par un courant d'intensité I constante. Alors, le circuit est parcouru par un courant d'intensité I. Il y a un spire dans le bobinage, le courant étant stationnaire, donc ici pas question d'envisager le phénomène d'induction. Le matériau est doux, de perméabilité magnétique relative μr. On reste très en dessous de la saturation, les dimensions de la section du tore étant faibles devant le rayon. Rm, c'est un rayon moyen, le rayon moyen du tore, c'est-à-dire ce rayon-là. Donc le rayon moyen, donc ce rayon-là, c'est ce qu'on va choisir pour le calcul des grandeurs demandées. On considère les champs uniformes sur une section. Voilà, donc il y a un certain nombre d'hypothèses à discuter avant de commencer la rédaction de la solution. Alors, on se place en dessous de la saturation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je considère la courbe d'aimantation donc si je considère la courbe d'aimantation en traçant B en fonction de H pour le matériau, on aura une courbe ayant cette allure. Donc c'est dans cette région où se produit la saturation du matériau, c'est-à-dire ici, c'est B, saturation, et ici on atteint une certaine limite si vous voulez. Au-delà de cette valeur-là, le champ magnétique, qui est la réponse du milieu, reste uniforme, garde sa valeur constante, quel que soit le H, c'est-à-dire quelle que soit l'intensité de courant qui circule dans ce circuit-là. Ok, donc on reste loin de la saturation, c'est-à-dire on se place dans cette région-là. Dire que nous sommes loin de la saturation, c'est-à-dire on se place ici. Donc cette hypothèse-là s'appelle hypothèse de linéarité. Donc c'est le domaine de linéarité. Donc ici, on a un domaine linéaire. Donc ici, la réponse est linéaire. Veut dire quoi? Veut dire que je peux, dans ce domaine-là, considérer une relation de linéarité entre le champ B et le champ et l'excitation H. Voilà. Petit a, donner une relation entre le champ magnétique et l'excitation magnétique dans le matériau. Proposer un ordre de grandeur. Alors, c'est quoi cette relation-là? Eh bien, puisque nous avons une réponse linéaire, veut dire que B et H sont proportionnels. C'est-à-dire que B, c'est mu0, mu-R fois H. Voilà. Donc B égale mu0, mu-R, H avec mu-R, la perméabilité magnétique du milieu. Cette perméabilité est supposée indépendante de H. Donc nous avons maintenant un domaine linéaire, c'est-à-dire il y a une proportionnalité entre B et H. Voilà. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque nous n'avons pas de linéarité, le mu-R dépend effectivement de H. Et donc ce coefficient-là dépend de H, ce n'est pas un coefficient constant, veut dire qu'il n'y a pas de relation de linéarité, il n'y a pas de proportionnalité entre B et H. Ok. Proposer un ordre de grandeur. Alors, quel est l'ordre de grandeur de B et quel est l'ordre de grandeur de H? Pour donner des ordres de grandeur, il suffit de considérer ici, le cas échéant, c'est-à-dire le cas où nous n'avons pas de réponse linéaire, c'est-à-dire nous avons un cycle
qui est le cycle d'hystérésis. Voilà. Dans ce cas, c'est-à-dire lorsque le milieu n'est pas linéaire, donc on obtient pour une excitation nulle, on obtient une valeur de B qui est appelée le champ rémanent. C'est-à-dire le champ qui va persister même si on annule H, c'est-à-dire on coupe, même si on coupe le courant électrique. Lorsqu'on coupe le courant électrique, H s'annule. C'est-à-dire en annulant H, B persiste, c'est-à-dire il reste cette valeur-là. C'est-à-dire que le matériau garde en mémoire une certaine valeur du champ magnétique. Alors, quel est l'ordre de grandeur de B? Donc, en ordre de grandeur, B rémanent est de l'ordre de 10 à la puissance moins 1 à 1 Tesla. Et ça, c'est pour des matériaux qui sont doux. Et le champ coercitif, c'est-à-dire le champ qui va annuler B, lorsque j'annule B, c'est-à-dire en ce point-là, j'ai son abscisse, c'est-à-dire l'abscisse correspondante, c'est ça. Ça, c'est ce que nous appelons le champ coercitif. Ça. Alors, le champ coercitif, quel est son ordre de grandeur? Ça, c'est moins AC. Le champ coercitif est de l'ordre de 10 à la puissance 4 à 10 à la puissance 5 ampères mètre moins 1. On va vérifier par la suite que, effectivement, l'ampère mètre moins 1, c'est l'unité de H. Ok. Pour des champs qui sont pour des matériaux qui sont durs, les ordres de grandeur sont plus intenses que ces valeurs. Deuxièmement, appliquer le théorème d'Ampère pour exprimer l'excitation puis le champ magnétique en fonction de I. Alors, on veut appliquer le théorème d'Ampère ici. Donc, il y a un certain nombre d'hypothèses sur lesquelles on va se baser pour appliquer de façon simple ce théorème. Bien, on nous dit dans l'énoncé que dans une section du tore, le champ garde une valeur constante, c'est-à-dire le champ est uniforme dans une section. Vu cette hypothèse-là, c'est-à-dire que H ici ne dépend ni de R, c'est-à-dire si je prends ici le centre O, et ça, si vous voulez, la distance petit r, le centre, cette distance-là, ne va pas influencer H. Ça veut dire que malgré que je fais varier R entre les deux valeurs du rayon, c'est-à-dire entre R1 et R2, entre ces deux valeurs, le champ garde la même valeur, c'est-à-dire il est indépendant de R. Même chose dans cette direction verticale, c'est-à-dire suivant Z, le champ ne varie pas dans le matériau, c'est-à-dire entre Z1 et Z2. Et par suite, le H dépend a priori que de θ. Il ne dépend que de θ. Et maintenant, on peut appliquer le théorème d'Ampère, vu que H ne dépend a priori que de θ. Bien. Que dit le théorème d'Ampère? Le théorème d'Ampère postule que la circulation le long d'un contour fermé gamma de H dl, donc la circulation de H, est égale à quoi? Est égale au courant enlacé, c'est-à-dire le courant qui sera enlacé par ce contour. Donc ce contour-là enlace plusieurs courants, malgré qu'il y a un seul courant qui traverse le circuit, mais il y a ici plusieurs spires. Veut dire quoi? Veut dire que si je choisis une orientation positive dans ce sens-là, donc si je prends cette orientation-là, c'est-à-dire c'est ça le sens positif, le N, c'est-à-dire ce qui va donner
le signe du courant enlacé, c'est un vecteur entrant. Or, le courant ici, c'est un courant lui-même entrant. Et donc, c'est positif. C'est-à-dire, je dois écrire ici plus N fois I. OK. Maintenant, d'après les hypothèses de l'énoncé, H en un point M égale à H de θ, Eθ. Donc, a priori, c'est ça. Et nous avons le D de L. On choisit un contour circulaire de rayon R. Donc, dl égale à quoi? Égale à R dθ. Donc, c'est le rayon moyen fois dθ, porté par Eθ. Donc, je peux déduire que H de θ fois l'intégrale sur θ, ce qui va donner 2π, R moyen égale à NI. Et par suite, je déduis H qui est égal à NI sur 2π R moyen. Voilà. Ça, c'est un calcul en fait, c'est un calcul qui est très approximatif parce que dans la réalité, H n'est pas égal à cette quantité, mais c'est plus complexe. Mais numériquement, ça reste proche. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des applications numériques, on n'obtient pas des résultats assez loin. Voilà. Maintenant, c'est quoi le champ magnétique B? B se déduit simplement à partir de H en multipliant cette quantité par mu0, mu R. Donc c'est mu0, mu R, N, I, divisé par 2π R moyen. Voilà. Dernière question. Les relations précédentes, c'est-à-dire les relations que nous avons obtenues, auraient-elles été différentes si le noyau magnétique n'avait pas eu une forme torique, dans le cas toutefois d'un matériau de forte perméabilité relative. OK. Maintenant, si on considère, question 3, si on considère un noyau de forte perméabilité relative, c'est-à-dire mu R assez grand, est-ce que les formules précédentes resteront valables? Alors, considérons par exemple un noyau rectangulaire ou carré. Alors, pour ce noyau rectangulaire, si on désire tracer les lignes de champ, nous aurons quelque chose comme ça. Donc les lignes de champ sont un peu déformées, c'est-à-dire elles ne sont pas circulaires. Si les lignes de champ ne sont pas circulaires, ça veut dire droit. Donc je prends le courant comme précédemment, comme ça. Alors les lignes, maintenant j'ai une orientation qui est dans le sens inverse, c'est-à-dire j'ai des lignes de champ comme ça. Si la forme n'est pas torique, nous aurons des lignes de champ où il y a, si vous voulez, une modification de distribution des lignes de champ le long d'un contour. C'est-à-dire il y aura des modifications. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, la section est plus grande que la section ici. Donc si je considère cette section, c'est plus grande que cette section-là. Veuillez que la répartition des lignes de champ ici sera différente de la répartition des lignes de champ ici. Et donc j'aurai des angles un peu aigus. Mais numériquement, le tout se passe comme si on considère un noyau torique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, cette différence de section est une différence qui est assez faible.
C'est-à-dire, si je considère S1 et ici S2, je fais le rapport delta S sur S. Alors ça c'est S0, ça c'est S1. Delta S sur S0, ça va donner S1 moins S0 divisé par S0. Et numériquement, ça va donner un résultat qui est assez faible, assez petit. Donc c'est au niveau de ces singularités que nous aurons une modification des lignes de champ. Alors que dans cette partie-là, tout se passe comme si nous avons, dans cette partie, tout se passe comme si nous avons une bobine torique. C'est-à-dire que les formules resteront les mêmes, analogues. Mais dans cette partie-là, c'est-à-dire ici, il y a une modification de la distribution des lignes de champ. Donc nous aurons, si vous voulez, une modification des formules due à ces singularités. Donc il y a des singularités. Voilà. Donc maintenant, si on fait le rapport des sections, le rapport c'est-à-dire la différence relative, c'est-à-dire la variation relative de la section, on constate que cette variation relative est assez faible. Donc on peut la négliger et par suite, on peut dire que le cas d'un noyau carré ou rectangulaire, c'est à peu près le cas d'un noyau torique. Seulement, le cas d'un noyau torique, dans la pratique, on n'utilise pas un noyau torique, mais on utilise un noyau rectangulaire parce que il est un peu difficile de manipuler ce genre de tore, c'est-à-dire des noyaux toriques et même leur fabrication parce qu'ils demandent beaucoup de précision, alors que des tôles rectangulaires, on peut les fabriquer assez facilement. Voilà, donc les formules resteront, à peu près les mêmes. C'est-à-dire les résultats qu'on obtient en utilisant une bobine torique restent à peu près les mêmes pour une bobine, un noyau rectangulaire ou un noyau carré. Voilà. Donc, dans la pratique, c'est ce genre de bobine qu'on rencontre. Mais théoriquement, donc un calcul théorique se prête bien pour une bobine de forme torique. Voilà.